Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de vos sources. Aujourd'hui, direction Guingamp, mais à l'époque médiévale. Les notes et les recherches qu'on a reçues, elles nous invitent à explorer l'histoire de cette cité bretonne et on a une mission assez claire, essayer de comprendre comment ces fortifications, ces murs, ont façonné son destin. Alors on peut peut-être commencer par son emplacement, plutôt bien choisi, niché dans une boucle du Trieux. Absolument. Et ce qui ressort vraiment de tous ces documents, que ce soit les récits historiques, les découvertes archéologiques, c'est une histoire en fait d'évolution constante. On part de premières défenses assez modestes et on arrive à une forteresse pensée pour l'artillerie naissante. C'est un véritable, un condensé de l'histoire militaire et politique bretonne que ces pierres nous racontent. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le site lui-même, il semble comme prédestiné. Rien que le nom Guingamp, qui voudrait dire peut-être camp blanc ou camp béni. Et puis la rivière qui sert de défense naturelle, les points de passage, les fameux roudouriou. Ah oui, les gués. C'est ça, les gués. Un nom qui résonne encore aujourd'hui avec le stade local d'ailleurs. Et très tôt, dès 1034, les sources nous parlent d'une motte castrale. Une butte fortifiée typique en terre et bois, construite par les seigneurs d'Avougour. Les fouilles de 2004-2005, qui sont mentionnées dans les notes, ont même révélé un fossé assez impressionnant, 5 mètres de profondeur. Bah oui, c'est chouette, c'est pas anodin effectivement. Contrôler les traversées du Trieux, utiliser la topographie, la boucle de la rivière comme fossé naturel, c'était essentiel. La motte castrale, c'est la première réponse défensive, très classique pour les XIe siècle, mais Guingamp ne s'arrête pas là, Son système défensif va constamment s'adapter. Ça reflète bien les enjeux de pouvoir, les nouvelles techniques militaires. Et c'est là que ça devient spectaculaire, cette évolution. Au XIIe siècle, d'après les notes, on passe à la pierre. Avec une enceinte polygonale, ce que les recherches appellent un shell keep. C'est une sorte de muraille en pierre qui entoure une cour, c'est ça ? C'est ça. D'inspiration anglo-normande, nous disent les sources, mais sans tour à l'origine apparemment. D'accord. Et puis au XIVe siècle, Charles de Blois, qui est quand même un acteur majeur de la guerre de succession de Bretagne, il en fait une de ses résidences. Exactement. Et cette adaptation, elle continue. Le Shell Keep, ça montre des influences culturelles venues d'outre-Manche. Mais le vrai tournant, disons, technologique, c'est plus tard, vers 1444, avec Pierre II. Là, il lance un projet carrément ambitieux. Une forteresse carrée, avec des tours rondes, massives. Ah oui, pourquoi rondes d'ailleurs ? Justement, parce qu'elles sont conçues pour mieux résister aux boulets de canon et surtout pour pouvoir y installer de l'artillerie. C'est une réponse directe à la révolution des canons qui arrive à cette époque. D'accord, donc une forteresse vraiment à la pointe pour son temps. Mais est-ce que c'était une décision purement militaire ou il y avait aussi une part de prestige, une volonté d'afficher sa puissance, surtout que les documents indiquent qu'elle n'a jamais été vraiment achevée, cette forteresse ? C'est une excellente question et c'est probablement un mélange des deux en fait. Affirmer la puissance ducale, notamment face aux menaces françaises, c'était crucial. Et investir dans la technologie militaire de pointe, c'était un symbole fort de cette puissance. L'inachèvement, ça montre peut-être les limites financières ou alors un changement de priorité stratégique. On ne sait pas exactement. Et il faut s'imaginer aussi la ville close elle-même, entourée de plus de 1600 mètres de remparts. C'est énorme. Ouais. Un foie épais de 3 mètres, en granit local. Les notes décrivent des portes monumentales comme la porte de Rennes, avec ses 2 tours, sa herse, ses mâchicoulis, un vrai petit château en soi. Elle a même servi de prison plus tard apparemment. Et puis il y a cette fameuse poterne des Anglais, la seule ouverture qui reste visible aujourd'hui. Elle est liée à des légendes du siège de 1342. Et on apprend que ces portes fermaient tous les soirs. Imaginez l'ambiance. Ah oui, le château et les remparts, c'était vraiment un système intégré. Les portes, c'était pas juste des passages, c'était de véritables petits bastions défensifs. Et les tours aussi, elles avaient leur spécificité. La tour de Trausac, en forme de fer à cheval, ou les tours du château de Pierre II. Elles étaient équipées pour ce qu'on appelle le tir rasant, c'est-à-dire des tirs d'artillerie très bas pour faucher les assaillants dans les douves. Chaque élément avait sa fonction précise. Et toutes ces défenses, elles ont été mises à l'épreuve, forcément. Guingamp a été au cœur de la guerre de succession de Bretagne. Charles de Blois y résidait, du Guesclin y est passé.
Et les sources insistent beaucoup sur le siège de 1489. Là, c'est l'artillerie française installée sur les hauteurs de Montbareil qui ouvre des brèches dans les murs. La ville est prise, pillée. Dur. Oui, très dur. Qui rebelote en 1591 un autre siège pendant les guerres de la Ligue. Ces sièges, ils illustrent parfaitement la vulnérabilité croissante des fortifications médiévales face aux canons. C'est la fin d'une époque quelque part. Et au-delà de l'aspect militaire, il y avait toute la vie qui s'organisait à l'intérieur. La bourgeoisie, bien protégée dans la ville close, et puis les artisans textiles, cuir, tout ça, et de nombreux couvents aussi, les Cordeliers, les Jacobins, Sainte-Croix, plutôt dans les faubourgs. La cohue, le marché, c'était le centre économique. Mais attention, entretenir ces murs, ça coûtait cher. Et les notes disent même qu'ils servaient de cordon sanitaire pendant les épidémies de peste. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, dès le déclin de ces fortifications, il culmine en 1626. C'est un événement qui est rapporté dans plusieurs documents. Sur ordre de Louis XIII, le château est démantelé, rasé. La raison officielle, son propriétaire, César de Vendôme. Le fils légitimé d'Henri IV. Voilà. Il trempait dans des complots contre le pouvoir royal. Du coup, il ne reste que 3 tours debout. Et les pierres, elles sont réutilisées notamment pour construire un monastère. C'est un coup dur pour la ville, bien sûr, mais c'est aussi un symbole politique très fort. L'affirmation du pouvoir royal, centralisé contre les grands nobles et leur place forte régionale. Mais heureusement, toute l'histoire n'est pas totalement effacée. Les fouilles archéologiques de 2004-2005, qui sont bien documentées dans les sources, elles ont été capitales. Elles ont permis de comprendre les différentes phases de construction, l'organisation de ces défenses qui avaient disparu. L'archéologie, ça redonne vraiment une voix aux ruines. Alors si on devait retenir quelque chose de cette plongée dans les sources sur Guingamp, qu'est-ce que ce serait ? Peut-être que ces fortifications, c'était bien plus que de simples murs défensifs. Ah oui, clairement. Elles ont vraiment sculpté la ville, influencé sa structure sociale, conditionné son économie. Et elles témoignent des grands basculements militaires et politiques de la Bretagne au Moyen-Âge. Tout à fait. Et ça laisse ouverte une réflexion intéressante qui dépasse peut-être un peu les documents qu'on avait, mais même une fois qu'elles sont détruites physiquement, comment l'empreinte invisible de ces murailles, de ces fortifications massives, continue d'influencer une ville comme Guingamp.